Bonjour à toutes et à tous. Nous venons d'assister à la représentation du spectacle Paroles perdues, mis en scène par la compagnie Françoise Mémone et interprété par Claude Lescaut, accompagné des musiciens de la compagnie Mémone. Ce spectacle a été présenté par l'Université Jean Moulin Lyon 3 et je souhaiterais faire un propos consacré à Nietzsche et aux arts de la scène pour entrer en résonance et en écho avec le spectacle que Claude Lescaut a interprété. Un spectacle consacré à Nietzsche. Nietzsche, ce philosophe que certains d'entre vous connaissent peut-être, est également un poète et un musicien. Et très tôt, depuis son enfance, il s'est consacré, comme beaucoup d'autres enfants, à la poésie, mais également il a très tôt développé une passion pour la musique. Et c'est quelqu'un dont la parole demeure, jusque dans ses écrits les plus tardifs, extrêmement poétique, à tel point que, du point de vue de certains, il apparaîtra comme un poète, du point de vue d'autres, avant tout comme un philosophe. En tous les cas, il a enseigné dans les facs de littérature et de philosophie, mais bien au-delà. Je pense qu'il a réalisé un petit peu une pensée qu'on pourrait formuler de manière suivante. Les plus grands philosophes sont sans doute poètes, et les plus grands poètes sont souvent philosophes. Et la parole qu'il nous propose est d'une richesse qui peut encore nous interpeller bien sûr aujourd'hui par son actualité, sa fougue, son énergie. Nietzsche se pose la question qui nous concerne tous, je pense peut-être, quelles peuvent être au cœur de notre modernité, au cœur du temps présent, quelles peuvent être les forces, les inspirations et les influences qui peuvent vivifier ce temps présent. Sur quoi notre regard doit se porter pour redynamiser un monde qui peut être morose, pour influer à nouveau une énergie sur une époque contemporaine qui bien souvent, politiquement et socialement, présente à la fois catastrophe et surtout une fatigue. Il nous parle de la fatigue de la culture occidentale et s'interroge sur la plus ou moins grande santé de cet Occident. Il s'interroge ainsi, et ce questionnement est d'une profonde actualité, sur la maladie, les maladies de notre Occident. À commencer, dit-il, par une morale qui peut peser sur nos épaules, une morale qui peut avoir ses racines dans le christianisme, dans le rationalisme d'un Descartes par exemple, des figures philosophiques, littéraires, qui ont pesé sur la conscience moderne, qui continuent de porter un poids sur nos épaules, à commencer par des religions, mais aussi des éthiques. Et lui va au contraire essayer de proposer ce que, par exemple, Olivier Ponton appelle dans son ouvrage une éthique de l'allègement, une philosophie de la légèreté. Retrouver finalement une danse, et pas simplement la danse telle qu'on peut l'observer avec nos yeux, mais retrouver une danse de l'esprit, une certaine légèreté, un enthousiasme. Cet enthousiasme que Nietzsche nous propose de retrouver, c'est à travers la figure de Dionysos qu'il pense pouvoir la retrouver. Dionysos incarne à ses yeux précisément une énergie libératrice. Cette figure de la religion antique est à ses yeux l'exemple même d'un Dieu qui, profondément ancré dans un monde païen, peut nous donner l'image d'une démesure, d'une énergie vitale, féconde, et qui vient rompre avec une tradition plus tardive, chrétienne, rationaliste. Et ainsi, lui qui est philologue de formation, en se penchant sur les textes anciens, il pose la question où notre regard doit se porter. Une de ses réponses, c'est notre regard doit se porter sur la Grèce. Il doit se porter sur cette région qui, bien que très lointaine, dans l'espace et dans le temps, a pour nous un intérêt énorme qui est de celui de nous proposer autre chose que des références habituelles que nous pouvons voir à travers, par exemple, des traditions rationalistes et chrétiennes. Si nous plongeons dans la Grèce, ce n'est pas simplement pour nous arrêter sur les philosophes grecs, ce n'est pas simplement pour nous arrêter sur les sculpteurs de la Grèce antique, mais aussi sur ses poètes. Et parmi eux, Nietzsche va développer très tôt un intérêt pour le théâtre grec. Et sa passion pour le théâtre lui vient d'abord de ses lectures de dramaturges comme Échille et Sophocle. À travers eux, germe dans leurs pièces ce qu'il appelle l'esprit de Dionysos. Il voit dans leurs pièces de théâtre, et à travers la représentation de ces pièces sur scène, il voit cette énergie, cette vitalité qui, pour lui, constitue ce vers quoi il nous faut à nouveau tendre. Il faut retrouver cette joie. Il prend également pour référence une pièce d'Euripide, qui a pour titre Les Bacchantes. Et donc, cette première approche qu'il a du théâtre, qui lui vient de ce fait, de cette familiarité avec les textes grecs, vient du fait de son intérêt pour, on pourrait dire, le martèlement des Ménades et des Bacchantes sur le sol d'Athènes. Et il espère retrouver, à travers ce théâtre-là, eh bien, des modèles pour peut-être inspirer, à sa façon, la culture contemporaine. Une culture malade, et d'après son expression, il faut retrouver ce qu'il appelle la grande santé. La grande santé
Et ça rentre en résonance justement avec des textes interprétés par Claude Lescaut dans Paroles perdues. Cette grande santé, c'est lorsque finalement nous avons surmonté obstacles et maladies. Car celui qui est trop longtemps épargné n'a pas encore fait l'épreuve de la nuit. Il n'a pas encore fait l'épreuve de Dionysos, ce dieu justement qui est par opposition à Apollon, le dieu de l'obscurité, de la nuit, de la démesure, de la hantise, de la terreur. C'est en faisant l'épreuve de ce que par exemple un autre philosophe appelle le négatif, c'est en faisant l'épreuve du négatif, c'est-à-dire de cette obscurité, que nous pouvons, en la traversant, parvenir à un jour véritablement fécond. Tant d'aurores sont encore à venir, comme on l'a entendu, à travers le spectacle. Cette grande santé-là, c'est à la fois celle de l'individu, auquel je dois essayer de parvenir, mais aussi celle d'une culture. Ainsi, comment l'Occident peut-il retrouver sa santé? Comment l'individu peut-il retrouver cette grande santé? Eh bien, ce sera en parvenant à ce que Nietzsche appelle l'amor fati, cet amour du destin, c'est-à-dire finalement cette acceptation joyeuse de ce qui nous arrive et trouver en nous les ressources pour affronter précisément ce fatum dont nous parlent les anciens. Il ne s'agit pas là d'une résignation. Nietzsche essaye, à travers cet amor fati, de nous expliquer que certaines valeurs que nous pouvons avoir prises comme principe sont, dit-il, mortifères. Et parmi elles, le sentiment de culpabilité, le ressentiment, le sentiment du péché, qui peuvent être transmises par des morales notamment chrétiennes, tous sentiments et valeurs qui, dit-il, sont profondément inféconds. Et par opposition à ces morales de la résignation et du ressentiment, il va au contraire essayer, à travers ce qu'il appelle une généalogie de la morale, de déployer d'autres valeurs. Et ainsi, de son point de vue, le grand homme, la grande individualité, c'est celui qui va puiser, parfois dans un passé très lointain, des valeurs régénératrices, qui va remettre en cause les principes de son temps présent, qui va interroger les coutumes, les habitudes du monde dans lequel il vit, et qui va peu à peu fragiliser, briser les carcans du monde contemporain. Et en interrogeant les valeurs qui lui sont contemporaines, va peut-être porter son regard sur des principes parfois très anciens. Ainsi, il développe ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance. Cette volonté de puissance, c'est cette énergie créatrice que je déploie en surmontant, dans la mesure du possible, les obstacles que je rencontre sur le chemin. Cet élan vital, on pourrait le dire ça, c'est une expression que reprendra Bergson, cette énergie vitale, elle est précisément l'incarnation de cette grande santé. Ainsi, ce que Nietzsche essaye de faire, c'est de parvenir à nous libérer tout à la fois de nos repères coutumiers, et notamment de parvenir à ce qu'il appelle l'oubli de tout un pan de notre propre histoire. Il ne faut pas que nous soyons surchargés comme ce qu'il appelle les encyclopédies ambulantes, ces érudits qui sont écrasés par le poids de tout un passé et qui n'ont pas fait le tri, qui ont accumulé des savoirs et des connaissances et qui ainsi n'ont pas peut-être eu le réflexe d'oublier justement cet oubli salvateur qui consiste à précisément essayer de ne pas tout retenir de ce qui s'est passé, mais de choisir dans le passé ce qui peut vivifier le temps présent. Alors la question c'est que retenir justement? Eh bien retenir certaines pièces, retenir certains poèmes, retenir certains philosophes qui précisément peuvent nous transmettre une force que nous mettrons au service d'un monde contemporain. L'homme génial, l'individu génial, c'est ce que Nietzsche appelle l'individu qui va saisir le moment opportun, multiplier les tentatives, les esquisses, les brouillons. Il pense par exemple à Beethoven, dont on a fêté l'anniversaire, qui va multiplier les esquisses tentatives avec ce labeur acharné, en ne se décourageant pas, et si son courage à un moment donné faiblit, il va se ressaisir en pensant que même s'il est à contre-courant du temps présent, même s'il va à l'encontre des préjugés admis à son époque contemporaine, il a la certitude qu'il propose quelque chose de véritablement nouveau, et comme dirait Baudelaire, au fond de l'inconnu, trouver du nouveau, pour éclairer d'un nouveau jour un monde contemporain. C'est donc toujours, si je reporte mon regard sur le passé, c'est toujours pour mieux scruter l'avenir et envisager le présent. Ce n'est pas donc un historien de la philosophie au sens où il se porterait sur l'histoire de la philosophie pour elle-même, mais dans son travail de philologue, c'est toujours pour éclairer ce qu'il a appelé après, à la fin de sa vie, une philosophie de l'avenir. Une grande partie de son œuvre, sont des fragments posthumes qui n'ont été rassemblés qu'après sa mort. Toute une partie, justement, n'a pas été publiée de son vivant. Nietzsche n'a pas cessé de publier poésie et de s'intéresser à la musique. Jusqu'à la première édition du Festival de Bayreuth, en 1976, il a été passionné par Wagner. Il a rencontré le maître et il a entretenu une correspondance avec sa femme. Et il a toujours été, il a dans un premier temps, en tous les cas, été passionné par la musique wagnérienne.
Une musique qui, comme il disait, c'était un petit peu remettre sur scène, à travers la musique de Wagner, la grandeur des dramaturges grecs. C'est comme si, à travers Wagner, on revivait la spécificité, la singularité et la puissance du théâtre ancien. Wagner qui allait mettre sur scène des personnages qui ont marqué notre imaginaire à jamais et qui allait ainsi vivifier justement la scène artistique de son temps en mettant des personnages aussi puissants que Siegfried, que Tristan, et à travers les maîtres chanteurs, la tétralogie. À travers ses œuvres, Wagner a ainsi proposé ce que Eschyle avait proposé à travers le théâtre. Du moins, c'est le point de vue de Nietzsche. Mais très vite, la santé même de Nietzsche va, dit-il, l'empêcher de suivre le rythme effroyablement puissant et lourd, mais d'une lourdeur magnifique, de Wagner. Il va très vite être épuisé par cet immense déploiement de force de l'appareillage de Wagner. Et les années passant, il va se reporter plutôt en rompant avec la grandeur et peut-être parfois la grandiloquence wagnérienne, il va se reporter plutôt vers une musique plus légère, qui est celle de Bizet. À travers la légèreté de Bizet, il va trouver là, dans les dernières années de sa vie, une musique peut-être encore plus adaptée et adéquate à ce qu'il recherchait, à savoir cette éthique de la légèreté. Et à travers des musiques telles que Carmen, il trouve là un chant qui incarne peut-être ce qu'il cherchait depuis le début, à savoir une philosophie qui essaie de nous alléger du fardeau de tout un passé, de tout préjugé, du fardeau finalement qui peut peser sur nos existences, et notamment du fardeau moral, éthique, qui peut alourdir nos propres vies. À travers Bizet, mais aussi à travers le bel canto de Rossini, il trouve alors dans cette musique de nouvelles raisons de s'émerveiller, afin de parvenir précisément à ce qu'on appelait l'amor fati. Cet amor fati qui est justement cette acceptation joyeuse et non pas cette résignation vis-à-vis du monde qui nous entoure et vis-à-vis de notre propre existence. Ce qui nous amène à notamment certains textes de Nietzsche où il évoque ce qu'il appelle l'hypothèse de l'éternel retour. Et la question qu'il vous pose, la question qu'il pose au lecteur, c'est toujours « Mais que feriez-vous si on vous disait « Votre vie à jamais se répétera inlassablement, à l'identique, et à votre mort, vous revivrez éternellement ce que vous avez toujours déjà vécu ?» Comment réagissez-vous à cette hypothèse que l'éternel retour, finalement, façonnera le reste de votre existence? Alors, dit-il, il y a surtout deux solutions. Tout d'abord, une terreur à l'idée que inlassablement se répétera ce que j'ai vécu, et l'idée peut-être d'un dégoût même, ou en tout cas d'une lassitude. Mais ça, ce n'est qu'une possibilité. L'autre possibilité, c'est au contraire justement cette joie à l'idée que j'accepte joyeusement que ce que j'ai vécu se répétera, et ayant évacué tout ressentiment et tout pessimisme, notamment qui venait par exemple de la philosophie de Schopenhauer, avec lequel il a rompu, évacuant tout pessimisme et ressentiment, ne puisant que ce qui est vital et fécond dans le passé mais aussi dans le présent, ayant accumulé non plus justement ce fardeau sur mes épaules, mais ayant pris entre mes mains ce qui est le plus créateur, à travers quelques influences poétiques et philosophiques, eh bien j'en viens à vouloir rejouer éternellement le jeu de l'existence. C'est ainsi qu'à travers finalement des influences comme celle de Eschyle, de Wagner, même si celle-ci, elle est ensuite plutôt mise de côté au profit du bel canto de Rossini ou encore de Bizet, c'est ainsi que Nietzsche est toujours en dialogue finalement avec les arts de la scène, que ce soit le théâtre, la musique, mais aussi la poésie. Et il incarne une posture philosophique extrêmement littéraire, mais aussi une posture poétique dont les poèmes soulèvent de véritables enjeux philosophiques. Il incarne ici une espèce de syncrétisme, et dans une esthétique qui est très proche d'un Baudelaire ou d'un Balzac, ce touche-à-tout qu'était Nietzsche a abordé tous les domaines d'une manière à chaque fois sérieuse et approfondie. Et en un moment où on cloisonne les disciplines, et on a tendance à peut-être séparer les champs d'expérience et de connaissances, lui au contraire n'a jamais finalement scindé et divisé les différents terrains d'exploration. Lorsqu'il parle du philosophe, un philosophe accompli, dit-il, c'est celui qui s'engage pleinement dans une démarche artistique, qui, pratiquant la musique, pratiquant le théâtre et pratiquant la poésie, a creusé justement les sillons de l'existence pour ne pas s'en tenir à une posture abstraite et en retrait de la scène du monde. Mais qui, au contraire, le philosophe a vécu pleinement des expériences théâtrales, musicales et dramaturgiques, afin de toujours renouveler sa propre expérience et de peut-être bouleverser, voire même, comme on pourrait dire avec Nietzsche, il faudrait peut-être, dans cette démarche-là, catastropher le réel. En catastrophant le réel, en bouleversant le monde autour de soi, on s'achemine peut-être à une remise en question précisément des préjugés et du carcan contemporain, et c'est peut-être là toute la sève du projet philosophique dont nous parle Nietzsche.
un projet qu'on pourrait dire plus largement philosophique, un projet culturel qu'il met en place, puisque, et j'évoquerai peut-être ça pour terminer, afin de soigner, puisqu'il envisage la philosophie comme une médecine, pas simplement de l'âme mais du corps, afin de soigner et peut-être même de guérir les plaies et les maladies de l'Occident, il s'agit de proposer des baumes, et pas simplement un apaisement, mais une véritable guérison, et il voit à travers la poésie, et bien sûr à travers la philosophie, eh bien, une telle médecine. Je vous remercie.